ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Nous sommes déjà au deuxième thème de cette saison, à savoir les filous, et aujourd'hui, comme nous sommes le deuxième dimanche du mois, nous allons parler d'une femme historique. Alors, il s'agit de Margaretha Zell. On va découvrir ensemble qui est cette Margaretha. Mais avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel et vous dire que dans cet audio, les informations que vous allez découvrir sont en lien avec ma recherche personnelle, dans différents livres, visionnage de reportages, internet, conférences, cours. Alors, qui est cette Margaretha Zell ? Elle est née en 1876. Elle est la fille d'un marchand de chapeaux de Leeuwarden, aux Pays-Bas. On dit d'elle que c'est une enfant qui a un caractère effronté et qui a un don pour les langues étrangères. Elle comprend très vite que pour obtenir ce qu'elle veut, il faut plaire aux hommes. Elle commence avec son papa adoré. Et elle sait déjà y faire, car il la gâte et la comble de cadeaux, mais alors très coûteux. Ses camarades de classe la surnomment l'enfant orchidée, car elle est petite, délicate et brune, alors que ses camarades de classe ont le teint pâle et les cheveux blonds. Après des années où elle est heureuse, elle se termine brutalement lors du départ de son père avec une autre femme en 1889. Elle se retrouva très vite seule car peu de temps après, sa maman décède en 1891. Après une enfance où elle a été choyée, gâtée à l'extrême, on peut même dire, elle va découvrir une sexualité précoce. Pendant ses études, elle n'a que 14 ans. Elle deviendra surveillante dans une école, mais elle sera licenciée 2 ans plus tard pour avoir séduit le directeur, un homme marié de 51 ans. Elle va quitter la ville pour aller chez son parrain à La Haye. Alors là, pour elle, c'est synonyme de bonheur, cette ville, car pour elle, c'est une ville où il y a des officiers des colonies de retour de leur affectation des Indes orientales néerlandaises. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus d'Inde orientale néerlandaise, on parle d'Indonésie. Mais pour elle, le fait qu'il y ait des officiers dans cette ville, c'est qu'elle va trouver le bonheur et qu'elle arrivera à se marier. Elle n'a que 18 ans, elle est lassée, triste, elle rêve de connaître une vie bien plus palpitante, et aller à La Haye, elle pense que cette ville va lui offrir cela grâce aux officiers, Et en fait, pour arriver à cette vie meilleure, elle va répondre à une petite annonce publiée dans un quotidien, dans un journal, par un officier, un certain Rudolf MacLeod, qui aimerait faire connaissance d'une jeune fille avec un tempérament agréable pour se marier. Ça y est, Margaretha est au comble. Elle pense au fond d'elle, je vais enfin me marier avec un officier. C'est assurément un gage d'avoir une vie meilleure, car pour elle, dans son inconscient, les officiers ont une grande maison avec de nombreux domestiques. Elle répond à cette petite annonce. 6 jours après avoir fait sa connaissance, tout va bien, et il se marie en juillet 1895. Elle n'a que 19 ans. Mais très vite, le rêve prend fin. Elle va découvrir que son mari, en fin de compte, il a très peu d'argent, beaucoup de dettes,
Et le pire de tout, c'est qu'il est infidèle. En 1897, accompagnés de leur premier enfant, dans le bateau qui va les mener aux Indes orientales, elle se rend compte que son mari lui a transmis la syphilis. Catastrophe. En plus, en ce temps-là, il n'y a même pas de remède. Arrivé dans les colonies, en fin de compte, chacun va faire sa vie de son côté, comme il n'y a déjà plus grand-chose entre eux. Monsieur renoue avec sa vie dissolue, madame fait ce qu'elle sait faire de mieux, et elle attire les hommes par sa beauté et sa maîtrise des arts de la séduction. La fureur s'empare de son mari, mais en fin de compte, cela ne les empêchera pas d'avoir un deuxième enfant en 1898. Mais quelque chose s'est brisé et leur relation se terminera définitivement à la mort de leur fils, victime d'une erreur médicale. Ils retourneront aux Pays-Bas en 1902 et en fin de compte, ils vont se séparer parce qu'il ne reste plus rien entre eux. Après toutes ces épreuves, le divorce, elle va complètement se métamorphoser, notre amie, et elle va devenir une femme, mais alors vraiment surprenante. De Margaretha Zelle, elle deviendra Mata Hari, autrement dit l'œil du ciel en malais. Et je pense qu'avec ce nom-là, Mata Hari, vous savez maintenant mieux de qui je parle. Alors cette Hollandaise se passionne pour les danses indiennes depuis 1905, après son séjour dans ces fameuses Indes néerlandaises, et elle deviendra même très célèbre. Cette célébrité s'accompagne de son goût du mystère concernant ses origines. Elle prétendra même qu'elle vient de Java. Mata Hari expliquera qu'il s'agit de danses sacrées qu'elle a appris dans des temples indiens. C'est une très jolie femme qui aime plaire aux hommes, et forcément, elle ne reste tous ces hommes qui vont la voir ne seront pas indifférents, car elle est vraiment très sensuelle, lascive, envoûtante, et dans ses chorégraphies, on peut voir de la luxure, de la jalousie, de la passion, et bien d'autres choses encore qui vont nourrir l'inconscient de ces hommes, et tout son public sera conquis. Lors de ces spectacles, elle sera amenée à fréquenter le milieu politique, les diplomates de son temps. Ce sera pour elle, en fin de compte, cette reconnaissance qu'elle cherche depuis très longtemps, notamment auprès des hommes. Mais elle pourra faire d'elle également un parfait agent secret. Le contre-espionnage français va s'intéresser à elle, car il pense qu'elle pourrait rendre des services à l'Allemagne et se mettre en quête de preuves. En 1916, le capitaine Ladoux, chef du 2e bureau, qui confie une mission, en fait, c'est pour la surveiller, et ils vont intercepter un message douteux et ce service secret français, et sera la preuve pour eux que Mata Hari aurait comme nom de code H21 pour les Allemands. Elle sera arrêtée le 14 février 1917 et incarcérée dans la prison pour femmes de Saint-Lazare. Sa chambre d'hôtel sera perquisitionnée, mais on ne trouvera rien. Que cela ne tienne, c'est pas grave, Elle sera quand même transférée à la conciergerie. Son procès débutera le 24 juillet, devant le 3e conseil de guerre de Paris, et très vite, il sera même à huis clos. L'espionne reconnaît avoir perçu 20 000 francs du consul allemand Kramer,
qui est devenu entre-temps le chef de l'espionnage allemand, mais pour elle c'est rien, c'est normal, c'est un cadeau qu'il lui a fait, et comme elle a l'habitude que les hommes lui fassent des cadeaux, elle y croit, hein, elle le dit même avec conviction, hein, que c'est un cadeau et pas une rémunération, hein. Les juges ne la croient pas et ont une idée toute faite, hein, des services de la danseuse. Le deuxième jour, lors du réquisitoire, hein, ils vont même dire à son sujet « les femmes féroces » qui préparent dans l'ombre des tueries et se servent de leur beauté pour contribuer à l'œuvre destructrice de nos ennemis méritent que la mort. Ce sont des créatures diaboliques et macabres. Mata Hari décide de faire une déclaration, hein, avant les délibérations, et elle va dire « Je ne suis pas française. J'avais le droit d'avoir des amis, hein, dans d'autres pays, même en guerre avec la France. Je suis restée neutre et compte sur votre bon cœur. » Au bout de 10 minutes environ, les juges reviennent pour attribuer à Mata Hari l'image d'espionne, fatale et ennemie jurée de la France. Elle sera condamnée à mort et son pourvoi est rejeté, tout comme son recours en grâce auprès du président de la République. Hein. Alors en ce temps-là, le président de la République, c'était Raymond Poincaré. Hein. Le 15 octobre, elle sera exécutée. Elle a 41 ans. Pendant qu'elle était incarcérée, hein, elle s'est fait baptiser par le pasteur Bardou, hein, qui lui a appris le catéchisme protestant. Hein. Au moment de son exécution, elle ressemble plus du tout à la séductrice qu'elle était. Hein. Elle a une allure de femme âgée, ses cheveux sont gris. On entend les coups de feu. Sur les 12 coups, 11 l'ont atteint. La famille, personne réclama son corps. Elle sera enterrée au cimetière de Vincennes. Et en janvier 1918, ses biens seront vendus aux enchères. L'argent récolté servira à couvrir les frais de justice. Alors, Mata Hari, espionne ou pas, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Personnellement, je pense que c'était une femme qui s'est assumée en tant que femme, qui savait vraiment ce qu'elle voulait, même si elle n'y a pas réussi à avoir ce qu'elle voulait, hein, mais elle aimait plaire, c'était une femme amoureuse, elle aurait, je pense, aimé trouver un homme qui l'aime autant qu'elle pouvait aimer, ce qui n'a pas été le cas. Et d'autres femmes sont dérangeantes, hein, comme elle a pu l'être, notamment les sorcières. Hein. Et pour moi, je pense que Mata Hari était une femme qui était en avance sur son temps et qui a su montrer ses convictions et qui devait déranger. Mais bon, cela n'engage que moi. J'espère que ce nouveau rendez-vous, hein, de ce dimanche matin vous aura convenu. J'ai trouvé mes informations notamment dans le livre Les grands procès de l'histoire de Kevin Labios. Alors Labios, ça s'écrit L-A-B-I-A-U-S-S-E aux éditions Libréo. Et j'ai également consulté un autre livre qui est Les femmes qui ont fait l'histoire de Sabine Delobel aux éditions Oscar. Et j'ai également consulté un site internet qui est le site de National Geographic, qui a consacré un article vraiment très intéressant sur elle avec de très belles photos, et on peut voir que Mata Hari était vraiment une belle femme, et je pense que son charisme quelque part était dérangeant. Je vous communiquerai l'adresse du site internet ou Alina si vous en faites la demande. Je vais vous laisser, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à dimanche prochain avec un autre personnage historique.